Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, mets-y des pouces bleus. Ça ne te coûte rien et moi ça me permet d'être bien référencé. Si t'as carrément envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à faire un tour par Tipeee pour me laisser un pourboire ou Spreadshirt pour arborer mes couleurs. Vous savez, quand on observe régulièrement le ciel, la nuit, on peut être amené à assister à un phénomène impressionnant. L'entrée dans l'atmosphère d'un bolide. Si on a de la chance, on peut en voir de très jolis. Et si on n'a pas de bol, on peut mourir dans un éclair aveuglant. Quand une poussière ou un petit caillou croise l'orbite de la Terre, il pénètre son atmosphère à des vitesses de l'ordre de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Quand ça arrive, le caillou comprime l'air qui se trouve devant lui à un tel point que celui-ci forme une onde de choc et s'échauffe à plusieurs milliers de degrés en une fraction de seconde. Cet échauffement phénoménal suffit à désintégrer le caillou dans un éclair de lumière qui traverse furtivement le ciel. C'est ce qu'on appelle une étoile filante. Et ça n'a rien à voir avec une étoile normale. Même des poussières de moins d'1 millimètre peuvent provoquer ce phénomène, mais bien entendu, c'est fugace et n'émet pas assez de lumière pour être visible en plein jour. Si ce petit caillou est en fait un gros rocher, l'onde de choc, l'échauffement et la désintégration sont d'autant plus violents. L'éclair qui en résulte illumine alors le ciel nocturne et laisse très souvent derrière lui une traînée verte ou rouge qui perdure pendant plusieurs secondes, voire plusieurs dizaines de secondes, et qui résulte de l'ionisation de l'atmosphère sur son passage. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a tellement d'énergie en jeu que l'air se met à briller comme le gaz des tubes phosphorescents. En plus de voir ce bolide, on peut l'entendre. Le flash de son entrée dans l'atmosphère émet des ondes radio. Si vous écoutez la radio un soir de pluie d'étoiles filantes, vous pouvez entendre chacune d'elles émettre un petit bruit à son passage. Mais qu'est-ce qui se passe quand ce rocher ne fait pas 10 ou 15 kilos, mais 10 000 tonnes ? Je pense que vous vous souvenez tous de ces images. Il s'agit de la chute du superbolide de Tcheliabinsk dans l'Oural qui s'est produite le matin du 15 février 2013. On estime la taille de ce caillou avant son entrée dans l'atmosphère à une quinzaine de mètres et son poids quelque part entre 7000 et 10 000 tonnes. Il aurait pénétré l'atmosphère à une vitesse d'environ 19 km par seconde et se serait désintégré à environ 20 km au-dessus du sol. L'énergie libérée par cette explosion représente l'équivalent d'une trentaine de bombes atomiques telles que celle qui a rasé Hiroshima, ou encore 500 000 tonnes de TNT. Ça fait beaucoup de TNT. L'onde de choc propagée par l'explosion a causé de nombreux dommages matériels à Tcheliabinsk, mais sans causer de décès. Le bolide ne s'est pas totalement vaporisé dans l'atmosphère. Des météorites ont été ramassées un peu partout dans la région, allant du millimètre à la dizaine de centimètres. Mais attention, si vous êtes tenté d'acheter ça sur internet, beaucoup sont d'origine douteuse. 8 mois après la chute du bolide, une équipe de l'Université fédérale de l'Oural a mené une expédition sur le lac Tchebarkoul pour en sortir un gros fragment qui avait percé la glace lors de sa chute. Un beau morcif de plus d'une demi-tonne. Le bolide avait entre-temps été identifié comme étant une chondrite. Et si vous ne savez pas ce qu'est une chondrite, je vous renvoie vers ma vidéo tournée à la Maison de l'Astronomie à Paris. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons faire un bond dans le passé. Restons en Sibérie, mais remontons jusqu'en 1908, le 30 juin pour être précis. Il est 7h14 du matin dans le petit village de Vanavara, dans ce qui est alors encore l'empire russe du tsar Nicolas II. Le soleil est déjà levé et le ciel est sans nuages. Je vais vous lire 2 témoignages. Ils ont été traduits du tongouz vers le russe, puis du russe vers l'anglais et de l'anglais vers le français. Alors, c'est peut-être pas 100% fidèle aux originaux, mais l'idée globale reste la même. Monsieur Semenov témoigne. À l'heure du petit déjeuner, j'étais assis devant ma maison, au comptoir commercial de Vanavara. Soudain, j'ai vu, au nord, au-dessus de la route de la rivière Tunguska, le ciel se fendre en deux et le feu apparaître loin au-dessus de la forêt.
La trace de feu s'élargit et bientôt, c'est tout le nord qui était en feu. À ce moment, j'ai eu si chaud que j'ai cru que ma chemise avait pris feu. La chaleur venait du nord, là où le ciel s'était embrasé. Je voulais retirer ma chemise et la jeter, mais un bruit intense se fit entendre et je fus projeté à plusieurs mètres de là. Je perdis connaissance quelques instants, mais ma femme courut vers moi pour me ramener à l'intérieur de la maison. Après ce bruit, comme si une batterie de canons faisait feu, la terre trembla. Je me suis jeté à terre et me couvris la tête de peur d'être frappé par des chutes de pierre. Quand le ciel s'est ouvert, un vent chaud a soufflé entre les maisons, comme après une salve de canon. Ce vent a d'ailleurs laissé des traces semblables à des chemins dans le sol et détruit certaines cultures. Plus tard, nous avons constaté que beaucoup de vitres avaient explosé et dans la grange, le loquet en fer de la porte avait cassé. Shushan, un éleveur de rennes qui se trouvait plus au nord, dira quant à lui. Nous avions une hutte près de la rivière avec mon frère Tchekaren. Nous étions en train de dormir. Nous nous sommes réveillés en sursaut. Quelque chose nous avait poussés. Nous avons entendu des sifflements et un vent fort. Tchekaren m'a dit « Est-ce que tu entends tous ces oiseaux qui nous passent au-dessus ?» Nous étions tous les deux dans la hutte, nous ne pouvions pas voir ce qui se passait dehors. Soudain, nous avons été secoués à nouveau, si fort que je suis tombé dans le feu. J'ai pris peur. Mon frère aussi. Nous avons appelé de peur père et mère, mais personne n'a répondu. Un bruit assourdissant se faisait entendre partout autour de la hutte. Nous entendions les arbres tomber autour de nous. Tchekaren et moi sommes sortis de nos sacs de couchage pour courir à l'extérieur quand le tonnerre frappa. Le premier tonnerre. La terre s'est mise à bouger et à balancer. Le vent frappa à nouveau notre hutte et l'abattit. Mon corps était maintenu par terre par un poteau de bois, mais ma tête était à l'extérieur. Et là, j'ai vu un prodige. Les arbres tombaient, leurs branches en feu. Tout autour de nous baignait dans une intense lueur. Si je devais la décrire, je dirais un deuxième soleil. Mes yeux me faisaient mal, j'étais obligé de les fermer. C'est comme si le dieu de la foudre nous frappait. Et immédiatement, il y a eu un fort coup de tonnerre. C'était le deuxième. Le matin était ensoleillé, le soleil brillait comme d'habitude et soudain, il y en avait un deuxième dans le ciel. Tchekaren et moi, nous sommes extirpés avec difficulté des ruines de notre hutte. Nous avons alors vu un autre éclair et un autre tonnerre assourdissant arriva. C'était le troisième qui frappait. Le vent est venu à nouveau, nous a jetés au sol et abattit les arbres qui restaient debout. Nous avons regardé tous les arbres tomber ou décapités, le feu partout. Soudain, Tchekaren cria « Regarde là-haut !» et pointa le ciel du doigt. J'ai regardé dans cette direction et vis un autre éclair, puis entendis encore le tonnerre. Mais le bruit en était moins fort. C'était le quatrième, qui ressemblait à un coup de tonnerre normal. Maintenant, je me rappelle qu'il y a eu encore un autre coup de tonnerre, mais plus petit, comme lointain, du côté où le soleil se couche. À Irkoutsk, à 1000 km de là, l'observatoire sismique enregistre un tremblement de terre d'une magnitude proche de 5. Et quelques minutes plus tard, c'est en Europe et aux États-Unis que le tremblement de terre est enregistré. L'événement de la Tunguska, c'est ainsi qu'on l'appelle, vient de se produire. Mais la vie reprend son cours. Nous sommes au beau milieu de la Sibérie, dans une zone complètement désertique, couverte d'arbres et peuplée seulement de quelques éleveurs de rennes. La Russie est alors un pays globalement pauvre et vide. Quelques années après cet événement éclate la révolution russe et si on y ajoute la guerre, c'est bien trop le bordel dans le pays pour qu'on se soucie de l'événement de la Tunguska. Mais tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux, et la guerre se termine. La révolution se tasse et à Saint-Pétersbourg, Leonid Alexeyevitch Kulik obtient un poste au musée minéralogique dans le département consacré aux météorites. L'année suivante, il visite le bassin de la rivière Tunguska dans le cadre de recherches menées pour l'Académie des sciences soviétiques. À partir de témoignages recueillis sur place, dont ceux que je vous ai livrés avant font partie, il en déduit que cette gigantesque explosion est l'œuvre d'un objet céleste. Il parvient alors à persuader le gouvernement soviétique d'organiser une expédition sur les lieux, en leur faisant miroiter une grande quantité de fer qu'il serait possible d'extraire de la météorite afin d'alimenter l'industrie russe qui en avait bien besoin. Mais il lui faudra attendre 1927 pour finalement réussir à obtenir le financement de cette expédition. Il monte alors une équipe et persuade les chasseurs d'une tribu locale de le conduire jusqu'au lieu de l'impact. Mais atteindre cette zone s'avérera compliqué. Arrivés à proximité de la zone, les chasseurs refusèrent de les accompagner plus loin, car ils disaient craindre des démons, notamment Adgi, le dieu du feu, qui avait pété une bonne colère à cet endroit il y a quelques années. Léonide dut alors rebrousser chemin jusqu'au village le plus proche et passa plusieurs jours à chercher des guides qui accepteraient de s'aventurer avec lui dans la zone.
Quand finalement son équipe s'aventure dans la zone de l'impact, un spectacle incroyable s'offre à leurs yeux. Sur plus de 2000 km², la forêt sibérienne est rasée. Tous les arbres sont couchés dans le même sens. Léonide se rend alors dans la direction opposée en espérant trouver au milieu de cette gigantesque zone un cratère d'impact. Mais il ne trouve rien. Curieusement, à la place, il découvre une zone d'environ 8 km autour du présumé point d'impact où les arbres ont été calcinés, les branches arrachées, mais qui se trouvent toujours debout. Léonide dirigea plusieurs autres expéditions qui prirent place dans la décennie suivante, durant lesquelles il découvrit plusieurs trous dans le sol qu'il identifia comme des cratères d'impact. Mais il n'y trouva aucune trace de météorite. Les recherches de Léonide s'arrêtèrent là. Il mourut du typhus dans un camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, dans les années 50 et 60, d'autres expéditions mettront en évidence la présence de particules de silicate et de magnétite dans le sol et les restes des arbres couchés pendant l'explosion. On découvrira aussi sur place une radioactivité semblable à celle des corps célestes. Les scientifiques se penchent aussi sur le lac Tcheko. En effet, celui-ci n'est mentionné nulle part avant 1908. C'est un petit lac ovoïde situé à 8 km du lieu de l'explosion. Personne ne s'y était vraiment intéressé au départ parce que la dépression dans laquelle il prend place n'a pas vraiment la forme d'un cratère d'impact. Sauf que les études topographiques du site ont par la suite montré qu'il s'agit très probablement du cratère d'un morceau de l'objet céleste qui se serait détaché et aurait percuté le sol avec un angle inférieur à 45 degrés. Il reste cependant un mystère. Pourquoi n'a-t-on pas retrouvé de météorites sur le site, comme ça a été le cas plus récemment à Tcheliabinsk? Pour le savoir, il aura fallu attendre l'arrivée des simulations informatiques. On pense très sérieusement aujourd'hui que l'impact de la Tunguska a été provoqué non pas par un astéroïde dense et sphérique, mais plutôt par une comète, principalement constituée de glace et d'un peu de métaux, qui aurait rencontré l'atmosphère avec un angle assez plat et s'y serait consumée pendant plus de 10 secondes avant d'exploser, à en croire la zone de destruction, à 5 km au-dessus du sol. L'onde de choc aurait alors couché tous les arbres, sauf ceux situés directement en dessous de l'explosion, qui ont pu rester debout, mais ont été calcinés quand même. La comète se serait scindée en plusieurs morceaux, dont un aurait touché le sol à l'endroit où se trouve aujourd'hui le lac Tcheko. L'intense chaleur de l'impact aurait alors fait s'évaporer la glace contenue dans le sol, créant une cavité de 50 mètres de profondeur, avant que l'eau ne finisse par la recouvrir. Aujourd'hui, on estime la taille de cette comète à environ une centaine de mètres, son poids entre un quart et un demi-million de tonnes, et l'énergie dégagée par son explosion à environ 5 mégatonnes, ce qui représente plus de 300 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima, et l'équivalent de 5 millions de tonnes de TNT. Ça fait vraiment beaucoup de TNT. L'événement de la Tunguska est le plus violent impact d'un objet céleste dont l'homme ait été témoin. Et c'est aussi celui qui a fait prendre conscience à l'humanité que les chutes de gros objets étaient non seulement possibles, mais représentait aussi une menace. En 2007, 4 chercheurs ont mis en évidence les similitudes de composition entre les particules retrouvées dans la zone d'impact et la comète du doux nom de 97P Metcalfe-Brewington. On peut donc supposer que ces deux comètes n'en sont à l'origine qu'une seule ou qu'elles sont nées au même endroit du système solaire. Ah, au fait, cette comète qui est tombée, on l'a appelée Adgi, du nom du dieu du feu des tribus d'éleveurs de rennes locales. Aujourd'hui, les objets de cette taille sont suivis de près et les chances que l'un d'entre eux tombe sur Terre sans prévenir sont quasi nulles. Attention, j'ai bien dit sans prévenir, parce qu'on les suit. Mais si l'un d'entre eux venait à croiser notre orbite, nous ne pourrions rien faire d'autre que de calculer son point d'impact et évacuer la zone de ses habitants. L'éventualité d'un tel impact reste tout de même très faible. Les bolides sont la plupart du temps seulement de gros cailloux qui font tout au plus exploser quelques fenêtres avec leur onde de choc. Mais plus on s'intéresse à de longues périodes, plus on constate que la rencontre de notre planète avec de gros objets est courante. Pensez au météore cratère en Arizona, qui est le résultat de l'impact il y a 50 000 ans d'un astéroïde d'une cinquantaine de mètres. Le plus gros cratère laissé par une bombe atomique est celui de Sedan, dans le désert du Nevada, qui mesure 400 mètres. Le météore cratère, lui, il mesure 1,5 km. Et beaucoup plus loin, pensez au cratère de Chicxulub dans le golfe du Mexique, large de 180 km et qui a mis fin au Crétacé. Ou celui de Vredefort en Afrique, vieux de 2 milliards d'années et qui mesure plus de 300 km. Je vous raconte pas le feu d'artifice. En attendant la fin du monde, levez les yeux au ciel et soyez astronogeeks. Alors voyeur.